au-delà d'un million d'usagers, on est obligé de déléguer le contrôle, ça devient difficile. Pour Il faut avoir l'instant, des niveaux après, intermédiaires de gestion. il y a des recherches récentes en recherche pour la protection contre les attaques civiles. Il y a des white papers qui sortent récemment. Il y a même INSO qui nous a partagé récemment un système intéressant. Et il est très probable que d'ici qu'on atteigne le million, il y aura peut-être de nouvelles façons de se protéger qui permettront de faire sentir de confiance, même à beaucoup plus que le million. Non, mais moi, ce que je te dis, c'est que c'est un point de vue qui n'a rien à voir avec la technique. C'est que la nature ne fait pas des trucs centralisés. Enfin, comment dire, n'a pas le même ADN partout. Les graines de blé ont de multiples variétés. Et donc, on a tout. Et c'est plus résistant de faire comme ça, d'imiter la nature. C'est ce que fait Internet. On n'a jamais exactement les Tout mêmes à fait. protocoles, etc. Et donc, c'est ce qui permet la résilience et la résistance d'un système dans le temps. Tout à Et fait. d'avoir une variété Oui, de donc cultures et donc de graines, etc. Mais aussi de monnaie. tout à fait. Et Et quand donc, on avait parlé, on était arrivé sur le million avec Stéphane, c'était dans cette vision-là aussi qu'il y en ait plusieurs, justement. Il n'y ait pas alors ça qu'une monnaie mondiale. c'est une deuxième vision effectivement qu'on peut partager aussi. Effectivement, la June c'est la première monnaie libre, c'est une expérience, mais si ça marche, il y en aura peut-être d'autres qui naîtront dans les décennies à venir. Oui, effectivement, c'est aussi un argument, la diversité monétaire. Après, voilà, il y a les deux, mais vraiment la première raison, c'était déjà qu'en dessous du million, on n'a pas une économie suffisamment diversifiée pour pouvoir savoir si ça marche ou pas. J'ai pensé tout à l'heure à si jamais un groupe, au bout de quelques années, un groupe qui est un peu écarté de la toile, comme les certifications vont date d'expiration au bout de 2 ans, est-ce qu'un groupe peut se retrouver isolé du reste de la toile? Alors, non, il ne peut pas se retrouver isolé parce que, comment dire. Alors si, c'est possible de façon temporaire, effectivement. Mais après, quand ils vont vouloir renouveler leur compte, s'ils sont totalement isolés, ça veut dire qu'ils n'hésitent aucun chemin de eux vers les autres membres. Et donc, ils ne passeront pas la règle de distance. Ah, ok. Donc, ils peuvent se retrouver complètement isolés de façon temporaire, moins d'un an, mais quand ils vont vouloir renouveler leur compte, le renouvellement ne va pas passer. Et donc, ils vont expirer. Ça marche. Qu'est-ce que fait que vous mettez le pas pour les... Alors, le pas, en fait, c'est, supposons, Remets le graphe peut-être. le graphe lequel De la toile. Voilà, toi là. Graphe Voilà. de toile. Non mais le plus gros, t'en as des plus gros. Celui qui s'arrête. Tu sais là où t'as des, voilà, là où t'as des bien des référents bien visibles là. Ouais, je vais y revenir, attendez. Là, on Voilà, voit de loin en gros. Là c'est bon là. Bon, il est revenu trop... Bah, c'était bien là. Voilà, Voilà, ici c'est bien. Le pas, c'est très simple. Supposons euh, ton frère ou ton père, il a un ami que tu connais pas. Et ben cet ami à ton père, il est à 2 pas de toi. Ça, c'est le pas social. Après, pour les certifications, c'est supposons je te certifie, et puis tu certifies, je sais pas, ta compagne, et ben elle sera à 2 pas de moi. Montre un C'est juste ça, le chemin, pas, en montre un fait. chemin peut-être, simplement. Oui, voilà, un chemin, là vous avez, j'arrive pas à lire les noms, mais vous avez la personne qui est ici, par exemple, qui a été certifiée par Benoît, et puis celle qui est ici, bah, il y a 1 pas, 2 pas, puis 3 pas, 4 pas, 5 pas, etc., etc. C'est ça le nombre de pas. Il n'y a pas de question? Vous avez tout compris en fait, c'est bien. Ça réfléchit là. Non, peut-être préciser sur cette notion de pas, que c'est pas forcément des pas, en tout cas pour la règle de distance, que c'est pas forcément des pas descendants, mais c'est des pas montants. Dans le sens où c'est depuis un membre, enfin ce qui compte pour moi, c'est ceux qui m'ont certifié, et en descendant. Et c'est pas dans l'autre sens, quoi. Tout à fait, très bonne remarque, je ne l'ai pas précisé. En fait, quand supposons vous êtes nouveau, vous voulez rentrer dans la June, vous obtenez cette certification. Si vous voulez savoir si vous respectez la règle de distance, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est vous partez de vous, vous regardez vos certificateurs, puis vous regardez les certificateurs de vos certificateurs, puis les certificateurs de vos certificateurs de vos certificateurs. Vous faites ça 5 fois, vous comptez combien de membres référents vous avez obtenus. Et si vous en avez obtenu plus de 80%, bah, vous êtes bon. Aujourd'hui, sur les 1050 membres, il y a environ 600 membres référents. Donc je sais pas, 80% de 600, ça fait 400 et quelques, 440, 450. Donc voilà, vous devez être en gros à moins de 5 pas de 450 membres référents actuellement. Donc c'est important que les groupes se certifient entre eux
resserrer. Tout à fait. Par exemple, si vous ne certifiez que des nouveaux, si vous certifiez que vers l'extérieur, la toile va se dilater et donc elle va se tendre en fait. Et à un moment, elle va bloquer. Et si vous ne certifiez que vers l'intérieur, c'est-à-dire si vous ne certifiez que les personnes déjà membres, la toile va se contracter, elle va se densifier. Et donc ça va la débloquer. Et donc, si tout le monde ne certifie que des nouveaux, à un moment, on va se retrouver bloqué en fait. Si la toile sera trop tendue, pour dire attention, là ça va pas, on n'est pas assez proches les uns des autres. Et il faudra que tous on se mette à certifier des gens déjà membres pour que ça se recontracte. Et est-ce qu'il a été prévu ou pensé que lorsqu'on va atteindre le million, que la toile se divise en deux, comme une cellule et que Alors c'est quelque chose auquel j'ai pensé, j'en ai pas encore parlé sur le forum technique, mais c'est une idée que j'ai eue avec Nanocrypt, effectivement. On a une idée d'un protocole qui pourrait faire ça, mais on n'en a pas parlé encore avec les autres développeurs. C'est une idée qui est dans l'air. Après voilà, la June c'est une expérience, ça peut évoluer, c'est en fonction des... Ces règles-là, elles sont pas figées, mais en même temps, il faut avoir de bonnes raisons de les changer. Il faut des justifications mathématiques, voilà, il faut un raisonnement. Si quelqu'un arrive avec un raisonnement cohérent, avec une démonstration comme quoi tel paramètre serait mieux pour telle et telle raison, et que c'est logique et cohérent, et qu'il arrive à convaincre finalement une majorité de membres calculants de faire ce changement, alors ce changement aura lieu. À 1 million de personnes, ça devient difficile. Hein, de tout le monde d'accord. Alors il n'y a pas besoin de mettre tout le monde d'accord, il suffit de mettre d'accord les 2/3 des membres calculants. Ça c'est un point très important, je pense, donc je vais en parler à 2 minutes. Donc vous savez que la June elle fonctionne grâce à un logiciel qui s'appelle Junitor, qui est en réseau peer-to-peer, et n'importe qui d'entre vous peut installer ce logiciel sur son ordinateur, le faire fonctionner et contribuer à faire fonctionner la monnaie. Si en plus vous êtes membre, vous pouvez mettre vos identifiants de membres dans ce logiciel et devenir ce qu'on appelle membre calculant. Aujourd'hui, sur 1050 membres, il y a environ 70 membres calculants. Et en fait, ce sont eux finalement qui ont le pouvoir exécutif, on va dire. Dans la June, le pouvoir législatif chez les développeurs, c'est le logiciel libre. Donc si vous avez des compétences en informatique ou si vous voulez apprendre en autodidacte, vous pouvez apprendre et proposer des modifications de code. Et puis, donc vous avez le pouvoir législatif. Et si vous avez un serveur d'Unitor sur votre ordinateur qui calcule des blocs, vous avez le pouvoir exécutif. Et si les 2/3 des membres qui calculent des blocs se mettent d'accord pour changer une règle, alors cette règle va changer dans la June. Parce qu'il n'y a pas d'institution centrale, donc il n'y a personne, même si nous on n'est pas d'accord, même si les gens qui ont lancé la June ne sont pas d'accord, si les 2/3 des membres calculants veulent faire quelque chose, on ne peut pas les empêcher de le faire. Et donc les règles de la toile, s'il y a des bonnes raisons de les changer, on les changera. Mais il faut qu'il y ait des justifications solides derrière. Voilà, il faut qu'il y ait un raisonnement, et ça, il y a le forum technique pour en parler. Et ces réunions qu'on fait tous les 6 mois et quelques autres ne permettent pas de densifier cette toile-là, puisqu'on ne se connaît pas tous exactement, même si on se repère. Voilà, est-ce que c'est pas le moment, en principe, on est des gens qui se connaissent? Alors, est-ce que c'est pas le moment moi je dirais que de resserrer les liens? si tu lis la licence, tu verras qu'il faut bien connaître quelqu'un pour le certifier. Donc je dirais que ça dépend. Si je reviens plusieurs fois à des RML et qu'à chaque fois je recroise un peu les mêmes personnes, que je suis beaucoup en lien avec elles aussi sur le forum, sur les différents réseaux sociaux, que je communique avec elles, que j'ai leurs coordonnées, que je commence à connaître leur vie, oui, on peut se certifier et ça se densifie. Mais après, bon, certifier quelqu'un que vous avez vu qu'une fois à des RML comme ça, donc il y a plusieurs critères. Et moi, je pars du principe déjà que si vous n'avez pas au moins 3 moyens différents de contacter la personne, c'est que vous ne la connaissez pas suffisamment bien. Si vous ne savez pas où elle habite et ce qu'elle fait dans la vie, c'est que vous ne la connaissez pas suffisamment bien pour la certifier. Je vous rappelle aussi qu'un bon moyen de s'assurer que vous connaissez bien quelqu'un, c'est marqué dans la licence maintenant sur la dernière version, c'est aussi simplement de regarder est-ce que vous connaissez son entourage. Parce que la problématique, si vous voulez, de connaître quelqu'un, c'est toujours pareil, c'est par rapport aux attaques civiles qu'il pourrait y avoir. Si une attaque, on va la voir, donc on va trouver les personnes qui sont plus ou moins impliquées proches de cette attaque. Donc si on n'arrive pas à les contacter, parce qu'on ne les connaît pas, on va contacter qui? Les certifieurs de ces personnes. Donc on va les appeler. Ça a déjà été fait d'ailleurs. Il y a eu le cas d'un Français en Hongrie qui était certifié dans des conditions un peu, je dirais, rocambolesques. Simplement, on a contacté, on a appelé au téléphone ces certifieurs. Et on a dit, mais c'est qui? Et s'il s'avérait qu'il y avait parmi ces certifieurs des gens qui ne connaissaient pas cette personne, ça pose un vrai gros problème sur le fait que peut-être ces personnes n'auraient pas dû intégrer la June en fait. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas compris dans quoi ils s'engageaient. Parce que là, il y a quand même une responsabilité
Parce que là, il s'agit de créer de la fausse monnaie en quelque sorte, si vous voulez. C'est un DU par personne, par être humain vivant. C'est pas donc un DU pour les 50 faux comptes que je gère avec mes copains. Hein, parce que ça veut dire qu'on crée plus de monnaie que les autres. Donc si c'est pour répéter la même asymétrie qu'il y a dans les autres monnaies, c'est pas la peine. Oui, donc il s'agit de pouvoir repérer ça. Donc si on a des gens qui certifient des gens qui ne connaissent pas, donc ils sont incapables de retrouver, de savoir qui c'est, de pouvoir les contacter, y compris par leur entourage s'ils ont perdu trace de ces personnes, bah ça va pas. Donc il s'agit de, si vous connaissez bien l'entourage, vous êtes susceptible de pouvoir la contacter, non seulement par des moyens directs, mais aussi par des personnes indirectement. Je voulais juste repréciser par rapport au on. Quand il dit on, en fait, ça peut être n'importe qui. Il n'y a pas d'équipe de flicage ou quoi que ce soit. Normalement, si vous lisez la licence, c'est à vous de vous assurer que tout se passe bien autour de vous pour les gens que vous avez certifiés et qui vous ont certifié. Et si vous repérez quelque chose de bizarre, eh ben, c'est à vous de mener l'enquête, d'en parler peut-être sur les forums, de voir avec les autres personnes et de vous dire si jamais vous vous rendez compte qu'une personne en fait a créé des faux comptes, eh ben, de ne pas la recertifier 2 ans plus tard. Les certifications expirent tous les 2 ans, donc la moindre des choses à faire, c'est vraiment d'être vigilant et de ne pas recertifier quelqu'un qui aurait visiblement triché. Et finalement, on compte vraiment sur la vigilance de chacun parce que plus la toile est petite, plus elle est fragile. Et donc aujourd'hui, la toile est encore petite, elle est fragile. Et si on n'est pas assez vigilant tout un chacun maintenant, eh ben on pourra se retrouver dans 5 ans, 10 ans avec une monnaie complètement faussée qui aura complètement échoué à cause du manque de vigilance. Donc c'est vraiment important. Mélissa, d'abord peut-être. Il y avait levé la main en premier. Ouais. Est-ce qu'il y a besoin de certifier tout le monde le plus, enfin j'ai déjà ma réponse, mais c'est aussi pour alimenter le truc. Est-ce qu'il y a besoin de certifier tout le monde que l'on rencontre ou juste une personne qu'on a bien fait connaissance avec la personne, commence à avoir des affinités dans tel ou tel groupe dans la France et pas plein de gens en fait. Et il y a une autre question, c'est la toile en construction et la toile, qu'est-ce qu'elle sera quand il y aura 1 million de membres et, est-ce que ça sera aussi compliqué ou ça sera plus simple? Alors 2 choses. Déjà, vous devez certifier toutes les personnes que vous connaissez suffisamment bien pour les certifier, qu'elles soient membres ou pas. Point. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. C'est-à-dire, tous ceux que vous connaissez suffisamment bien qui sont dans la monnaie, certifiez-les. Ceux que vous connaissez pas suffisamment bien, ne les certifiez pas. Point. Après, voilà, on fait des nouvelles connaissances. Quand quelqu'un, voilà, vous commencez vraiment à bien connaître sa vie, à être allé chez lui, etc., bon, bah, vous pouvez envisager de le certifier. Ensuite, sur la deuxième question, il faut comprendre que la toile, elle sera toujours dynamique. Parce que l'humanité est un flux. Il y a des naissances et des morts. Donc même à sa taille maximale, ça restera un flux avec des entrées et des sorties. Donc elle sera constamment en fait en transformation constante, la toile. Après, et si ce sera aussi compliqué, non, ce sera plus simple. Parce que connaître bien 5 personnes sur 1000, c'est compliqué. Connaître bien 5 personnes sur 10 000, c'est plus simple. Connaître bien 5 personnes sur 1 million, c'est encore plus simple. Donc plus il y a de membres, plus c'est facile de rentrer. Ça c'est vrai. Mais aussi, plus il y a de membres, plus la toile est solide. Donc ça se compense, on va dire. Mais en tous les cas, la licence restera la même. C'est pas parce qu'il y a plus de membres qu'il faut certifier plus facilement. Et c'est à chacun de garder sa vigilance. Alors il est vrai que ce mécanisme de toile de confiance, il impose un effet d'inertie, qui fait que la June ne peut pas croître aussi vite que le voudraient certains. Mais à quoi ça servirait de lancer la June sans toile et d'être peut-être déjà 100 000 ou 1 million en quelques années, si derrière la monnaie se fait complètement récupérer et que finalement elle devient complètement asymétrique avec de l'oppression de ceux qui ont créé le plus vers ceux qui ont créé le moins. Bah, on aurait fait tout ça pour rien, 10 ans de travail pour recréer la même chose. Donc non, il faut comprendre que la monnaie libre, c'est vraiment un projet long terme, c'est un projet sur 80 ans. Le but, c'est vraiment de changer l'économie en profondeur sur le long terme, c'est pas de répondre maintenant aux problématiques actuelles. 80 ans, c'est un peu court. Même plus que 80 ans. Oui. Ah, tu avais levé avant, oui, pardon. Il y a 2 questions. Tu parlais de tendre la toile, enfin du fait qu'en tendant la toile, arrivé à un moment, on peut se retrouver coincé pour faire entrer de nouveaux membres, et qu'en faisant des certifications internes, on densifie la toile. Oui. J'ai cru voir qu'il y avait aussi des risques à densifier trop la toile. Oui. Tu pourrais les expliciter?
Tout à fait. Supposons par exemple, on a un doute. Supposons un jour il y a une grosse attaque, on soupçonne ou il s'avère qu'il y a des faux comptes, puis on a un doute. La bonne réaction à avoir dans ces cas-là pour sécuriser la toile, c'est de ne plus certifier des gens déjà membres. Plus de certification interne. Soit vous ne certifiez plus personne tout court, soit vous ne certifiez que des nouveaux. Comme ça, vous allez tendre la toile, et comme elle va se tendre, ça va bloquer les attaquants. Ça, c'est un mécanisme de protection qu'on peut avoir collectivement. Si en revanche, on fait que se certifier entre nous, qu'on densifie massivement la toile, mais qu'on ne certifie jamais vers l'extérieur, la toile va devenir tellement dense qu'une attaque, s'il y a une attaque à ce moment-là, elle pourra aller loin, parce qu'elle sera proche de tout le monde, puisque la toile est très dense. Donc effectivement, il y a un risque, mais ce risque, il n'est pas avéré aujourd'hui, parce qu'on le voit statistiquement, que beaucoup de gens certifient vers l'extérieur, parce qu'ils ont la volonté de faire rentrer leurs ennemis, etc. Donc ce risque pourrait s'avérer effectivement si tout le monde se mettait à ne certifier que vers l'intérieur, mais ce n'est pas ce qu'on constate pour l'instant. Du coup, la deuxième question, c'est pourquoi pour changer les règles, il faut 2/3 des membres calculants et non pas juste les passer. Alors ça n'a rien à voir avec la toile de confiance, mais pour répondre en 30 secondes et pas perdre tout le monde, tu sais, la fenêtre d'exclusion qui est sur un tiers des calculateurs, donc il en reste 2/3. Supposons que tu as les 2/3 qui appliquent des nouvelles règles. Ça fait 1/3, 1/3. Et donc, ils sont aussi nombreux. Donc, il faut les 2/3 plus 1, en fait. Et comme ça, tu es sûr d'être sur la branche qui gagne et qui va le plus loin. Alors que si tu as moins que les 2/3, quand ils sont tous exclus, ils perdent. C'est les autres qui sont en avantage. Tout le monde a compris? Non, mais c'est une question technique, alors... Non, mais ça, c'était, pour être précis, ça, c'était une question qui concernait les nœuds unitaires. Ça ne concerne pas la toile de confiance. C'est autre chose. C'était hors sujet. En fait, c'était sur... Enfin, la réponse est effectivement hors sujet. La question, c'est que je ne savais pas si c'était une contrainte technique ou un choix politique. C'est une contrainte technique. Du coup, c'est une contrainte technique. Oui. Ah, toi, tu étais avant, je crois, pardon. J'ai du mal à retenir l'ordre. Si quelqu'un peut m'aider à noter l'ordre dans lequel les gens lèvent la main, ça peut m'aider. S'il y a une attaque civile ou autre, souvent s'il y a que 70 membres calculants, c'est faisable quand même d'attaquer la blockchain. Est-ce que le protocole, plus ou moins compris de chacun, pour remettre en place la blockchain, un bloc donné, en cas d'attaque, on repère qu'il y a une attaque à partir de tel bloc, et du coup... C'est hors sujet. Non, mais c'est clairement pas le sujet. Hein. Et puis la faiblesse ou la force d'une blockchain n'a aucun rapport avec le nombre de membres calculants. Il pourrait y en avoir un seul et elle aurait la même force. Le nombre de membres calculants, ça sert juste à d'autres choses. On est hors jeu là. Ouais, peut-être on en parle après, mais là on va perdre tout le monde si on parle technique. Tu vois, vraiment c'est pas le sujet. Mais je suis là jusqu'à dimanche, on peut en parler après si c'est une vraie question pour toi. Du coup après il y avait, je crois, Heidi. Cela en fait va exprimer clairement en fait, le pouvoir exécutif qui est décidé de fait par l'UE. Non, le pouvoir exécutif. Ah oui, c'est ça, c'est législatif. Pardon, oui, c'est ça. Tu as raison. J'ai entendu législatif. Et en fait la question c'était est-ce qu'il y a une intention, une volonté d'organiser en fait le pouvoir législatif, de le structurer? Oui, clairement, il y a plusieurs idées à partir de ça. Déjà, concrètement, on est en train de passer à écrire des RFC sur le GitLab, et donc ces RFC seront publics, ça sera annoncé sur le forum, et n'importe qui peut participer, mettre un commentaire, et c'est des pertinents. Oh, ça veut dire request for comment. En gros, c'est une sorte de RFC, c'est une sorte de texte qu'on écrit en commun qui décrit comment doivent évoluer les règles. Voilà. Donc oui, il y a l'intention de cadrer un peu plus ça, parce que pour l'instant, en gros, c'était surtout Cedgic qui proposait tout seul des trucs et qui les faisait. Et donc il y a l'intention de structurer un peu ça. D'accord, donc juste pour la prise, c'est un tout petit peu en fait, le fait de structurer le pouvoir décisionnel dans le pouvoir législatif. Alors, on pourrait aller plus loin. Il y avait Mélissant qui avait posé cette question, d'ailleurs, je me souviens. Et il y avait Nanocrit qui avait proposé, bon, c'est pas notre priorité, mais quand on aura développé nos priorités, d'ici 4-5 ans, on pourrait y penser. Il y a des gens qui avaient proposé qu'on intègre dans la blockchain les règles de prise de décision pour changer des règles. On pourrait aller jusque là. C'est pas la priorité aujourd'hui, mais on pourrait le faire. Ouais, bon, vous vous éloignez du sujet, c'est pas du tout la toile de confiance. Là. Alors du coup, si
si après il y a des internautes qui vont regarder cette conférence, ils vont pas comprendre de quoi ça parle. Dans la salle, je suis sûr qu'il y a les 3/4 qui comprennent pas. Donc là, parce Mais qu'on tu oses s'éloigne pas du le dire. sujet, on est sur la toile de confiance. On n'est pas Il y avait sur autre quelqu'un chose. avant toi ou... Je sais plus qui a levé avant. Nisso, vas-y. Moi, j'ai une question que j'ai entendue une dizaine de fois. Du coup, je vais te la poser parce que personne ne la pose. Est-ce qu'il faut être certifié par un membre référent pour être sûr de rentrer dans la bulle? Non. Vous pouvez être certifié par 5 membres qui ne sont pas référents et rentrer. Et vous pouvez aussi être certifié par 5 membres qui sont référents et ne pas rentrer. Ça n'a rien à voir. Parce que ce qui compte, ce n'est pas vos certificateurs, donc ceux qui sont à un pas de vous. Ce qui compte, c'est est-ce que quand vous allez à 5 pas, vous atteignez 80% des certificateurs. Par contre, ceux qui sont à un pas, on s'en fout. Enfin, ils comptent, mais ils ne comptent pas plus que les autres. Vos certificateurs n'ont pas plus de poids que le reste de la toile dans l'évaluation de la distance. Pour parler chiffres, donc, on vous a dit tout à l'heure, actuellement il y a 1100 membres, dont 600 référents. Oui, c'est ça. Environ. Bon. Donc 80% de 600 référents, ça fait il y a 480 membres là, qu'on pourrait retrouver. Il suffit de regarder qui a émis et reçu 5 certifications. Il y en a donc 480, desquels il faut que vous soyez à moins de 5. Sans quoi, vous ne pouvez pas rentrer. Voilà, et par rapport à la visualisation de ça, il y a quoi comme projet? Bon, ce sera prêt que dans 6 mois pour les prochaines RML, mais j'ai pour projet de refaire JUNMONIT et de faire une page notamment qui vous montrera pour chaque membre combien de référents sont suffisamment proches de vous. Vous pourrez voir par exemple que vous êtes à, je sais pas, 500 sur les 480 requis, et donc vous aurez un pourcentage, ça vous permettra de voir un petit peu. En fait, ça existait déjà, mais ça marche plus, il faut que je le remette en place. Voilà, donc il faudra attendre quelques mois, sauf si quelqu'un d'autre le développe avant. Voilà. Il y aura on prévoit à terme de mettre en place des outils qui vous permettront de visualiser ça, on va dire. Alors du coup, tu as parlé sur la toile de confiance cette fois, tu as parlé de l'attaque civile, mais il y a une autre attaque, c'est le piratage de compte. Tout à fait. Et on n'en a pas parlé. Oui, parce que c'est pas lié au raid de la toile de confiance. Le piratage de compte, il est lié plutôt à la formation de quelqu'un quand il crée son compte, à l'importance que la clé privée, on doit la garder que pour soi, etc. Et à l'importance du document de révocation. Moi, je vais même plus loin maintenant. Par exemple, quand je certifie quelqu'un, je ne le certifie pas tant qu'il n'a pas fait au moins 2 copies de son document de révocation et qu'il en a mis une en lieu sûr, une deuxième en lieu sûr. Si j'ai pas la garantie qu'il a fait ça, je ne le certifie pas. Parce qu'effectivement, si vous faites pirater votre compte, on pourra certifier à votre place. Donc c'est très important d'avoir votre document de révocation, parce que comme ça, si un jour où vous faites pirater votre compte, vous pouvez, sur votre client, par exemple sur Cesium, vous faites révoquer mon compte, vous cliquez déposer le document de révocation, et grâce à ça, la personne qui vous a volé vos identifiants, elle ne pourra plus certifier à votre place. Et vous aurez juste à redemander à devenir membre, avec un nouveau compte, et ça ira très vite parce que les personnes qui vous avez déjà certifiées pourront toutes constater que votre ancien compte a bien été révoqué, et donc elles pourront vous recertifier sans problème, juste en vous vérifiant par un appel ou quoi que c'est bien vous, parce que voilà, elles vous avez déjà certifié et elles ont la preuve que vous ne pouvez pas avoir de compte puisque l'ancien a été révoqué. Et donc c'est très important, posez-vous la question, tiens je vais faire un petit sondage aujourd'hui, qui sait où est son document de révocation? Levez la main. Ah, c'est pas tout le monde. Hein. Donc ceux qui n'ont pas levé la main, là, dès ce soir après la conf, connectez-vous sur Cesium et téléchargez votre document de révocation. C'est très important. Et demandez à ceux que vous avez certifiés, est-ce que tu as bien téléchargé ton document de révocation? Où est-ce que tu l'as mis? Il est sur une clé USB, sur une carte SD, il est où? Est-ce que tu sais où il est? Très important. À noter que le document de révocation, c'est un petit fichier, texte. Donc vous pouvez aussi l'imprimer. Tout sur à une fait. feuille, vous le rangez quelque part et c'est bon. Et donc du coup tu disais le glisser, mais une fois qu'il y a aussi un code qu'on peut rentrer sans l'avoir en format numérique, il peut rester en format physique et il est tout aussi valable. Tout à fait. Il peut rester en format physique, mais le jour où tu veux t'en servir, tu es obligé de le réécrire dans un fichier texte que tu sauvegardes, mais c'est pas évident parce que c'est à la virgule près, à l'espace près, aux solides lignes près. Si tu as un solide ligne de plus, ça passe pas. Donc c'est. On pourrait en faire un QR code. Oui. Ah pardon. Allez-y. Un QR code de révocation. Oui, juste on rencontre un problème de vocabulaire dans l'explication, la diffusion, l'utilisation de la monnaie libre au quotidien. C'est notre sujet en parallèle de la rencontre du développeur principal.
personne à ma connaissance qui n'est pas membre de cette toile de confiance dans la salle. Et je voudrais poser la question seulement à ces personnes-là, je vais les laisser répondre. Est-ce que vous pouvez utiliser au quotidien la June, la monnaie libre, sans être membre de cette toile de confiance, sans passer par tout ça, sans avoir compris tout ça, toute cette complexité qui doit être comprise? Voilà. Question, est-ce que vous, toi tu es pas membre encore de cette toile de confiance? Oui. Est-ce que tu peux utiliser là aujourd'hui la monnaie libre, la June, sans être membre de cette toile de confiance? Est-ce que tu peux utiliser la June sans être membre de la June? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas de la toile? Ouais, et c'est vachement important parce qu'on s'aperçoit qu'on a une difficulté là. C'est que beaucoup de gens bloquent. Et c'est normal puisqu'on a commencé au début, la monnaie n'était pas créée. Donc il fallait prioritairement comprendre tout ça et devenir co-créateur de la monnaie. Être membre de la toile de confiance et être co-créateur de la monnaie. Et en sortir et tout ça, c'est vécu, nous, on l'a vu. Ah oui, mais alors on sera exclu. Et la règle de distance et le temps et le renouvellement au bout d'un an, mais alors on sera exclu. Alors on exclut. On n'est plus membre. Donc on ne peut plus utiliser la monnaie libre. Et non, ça va pas. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Et tu seras temporairement, t'es plus coproducteur ou coproductrice, mais c'est temporaire, ça va se reprendre. Et c'est pas grave de ne pas être coproducteur, parce qu'il y en a partout des jeunes. C'est ça. Et pour utiliser la monnaie, il suffit que tu crées en 2 minutes un compte libre, c'est anonyme, c'est gratuit. Et là, tu peux utiliser la monnaie. Tout à fait. C'est vachement important peut-être d'évoluer sur ça et de ne pas stresser en fait. Voilà, il y a des choses à faire là-dessus. Membre ou utilisateur. Alors, ça c'est. La June existe en dehors de la toile. Attends, Daniel, je peux. Utilisateur de l'euro, et pourquoi vous ne créez pas? Oui, ça pour moi, c'est quelque chose que je dis effectivement, mais aux apéros June par exemple. Là, ce soir, le sujet c'était la toile de confiance. C'est vrai que c'était un prérequis que je n'ai pas dit. Mais pourtant, si je l'ai dit, parce que j'ai dit au début les besoins, j'ai expliqué les besoins au début de conférence. Pourquoi on a besoin d'une toile de confiance? Pour identifier les créateurs de monnaie. J'ai pas dit les utilisateurs de monnaie. Donc effectivement, il n'y a pas besoin d'être dans la toile de confiance pour utiliser la June. Tout le monde peut utiliser la June dès maintenant. Effectivement, il suffit de se créer un compte en 30 secondes sur Cesium ou sur un autre client. D'acheter les tickets. Voilà. Mais ici, la conf, le sujet, c'était la toile de confiance. Et effectivement, la toile de confiance, elle ne sert que à s'assurer qu'il n'y a pas d'humain qui crée plus de monnaie que les autres. Point. Elle joue que sur la création monétaire, pas sur l'utilisation. La toile de confiance n'a aucun lien avec l'utilisation de la monnaie. Ça, c'est encore un autre sujet. Si vous n'arrivez pas à me répondre, c'est pas grave, on va pas passer de temps. J'ai déjà posé la question et je veux pas retarder le truc, mais au cas où il y a une autre version qui m'éclaire, j'ai un problème avec la question de certification et de la confiance qu'on porte aux gens. Je vois pas comment on peut certifier, et je sais même pas certifier quoi d'ailleurs, à part que les gens ne fassent pas un deuxième compte, mais je vois pas comment je peux, honnêtement, c'est une question vraiment honnête, hein. C'est comment je peux être sûr que la personne que je certifie va pas créer un deuxième compte. Tu peux pas être Rien, sûr. en fait. Alors, si on laisse répondre, en fait, tu ne peux pas être sûr. Et c'est pas ce qu'on demande. En fait, ce que demande la licence, c'est pas que tu sois sûr que la personne ne va pas essayer de créer des faux comptes. Parce que ça, tu peux pas. Tu n'es pas dans la tête de la personne. Ce qu'elle demande, c'est que tu la connaisses suffisamment bien pour pouvoir recouper les informations et détecter le cas où elle créerait un double compte dans la monnaie. Parce que tu connais de son entourage, tu as des amis communs avec cette personne, parce qu'en cas de souci, tu sais où elle habite, tu as plusieurs moyens de la contacter, tu peux la retrouver. Et donc si un jour il y a un problème, tu peux enquêter, tu peux essayer de tirer l'affaire au clair. Donc tu as au moins 3 moyens différents de la contacter, tu sais où elle habite, tu connais un peu son entourage, je dirais c'est les prérequis de base. Et donc ce qu'on demande c'est ça, c'est pas certifier que la personne ne va pas tricher, non. C'est certifier que tu la connais suffisamment bien pour pouvoir avoir suffisamment d'informations entre les mains pour te rendre compte le jour où elle essaierait de tricher, on va dire. Bah, c'est ça. C'est quoi se rendre compte que quelqu'un essaye de tricher? Après, l'idée c'est que c'est aussi, vous êtes 5.
Donc si toi tu t'en rends pas compte, c'est pas grave. Si on a un des 5 qui se rend compte, déjà c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas, faut pas se mettre la... Un exemple concret. Moi, je pourrais Qu'est-ce qui- essayer d'imaginer un exemple concret. Là. Par exemple, on imagine Qu'est-ce qui que pourrait se passer? il y a une personne qui... Regardez un petit peu qui sont les certifieurs de ses proches. Ah, tiens, toi, c'est qui t'a certifié? Ah, il y a un tel. Ah ouais. Ah, c'est marrant, toi aussi, t'as un tel qui t'a certifié. Mais c'est bizarre, c'est pas le même compte. Ah, il y a un problème. Par exemple. Et j'ai un cas concret justement. Par contre, on ne va pas révéler les noms, mais on a certifié une personne, on était 5 certificateurs, et on détecte un problème, et aujourd'hui sur ces 5, on est 4 certificateurs à être au courant de ce problème. Et à se poser la question, est-ce qu'en connaissance de ce qui se passe, est-ce qu'on recertifierait? A priori, à 4 des gens, c'est dit non. Donc on est déjà dans l'observation d'un compte, puisqu'en fait les comptes sont ouverts, on voit comment ils fonctionnent. Et puis, bon, il va encore se passer 1 an et demi. On va forcément étudier, enfin, regarder ce compte de près, puisqu'on l'a certifié. Donc, on s'est engagé à lui faire confiance. On pense que. Alors, il y a juste un doute en fait, hein, mais on est là vigilant. Mais sur les 5, on est déjà 4 vigilants. Donc, forcément, dans 1 an et demi, quand il va devoir renouveler, et puis la vigilance va être qui va à nouveau le certifier. C'est une personne qui n'a plus de contact avec les autres, donc qui s'éloigne un petit peu de la toile générale, mais on est déjà 4 vigilants sur 5. Oui, donc la vigilance, elle est après en fait. Si tu connais suffisamment bien la personne, tu la certifies, et après la vigilance, elle est après. C'est après, bah, au fil de temps en temps, tu regardes, ça peut être 1 fois par mois, ça suffit. S'il y a des nouvelles personnes qui l'ont certifié, qui a certifié tes certificateurs, typiquement, est-ce que tu les connais, est-ce que tu sais qui c'est, voilà, essayer de voir. C'est pas forcément toi qui va mener une enquête après d'ailleurs. On peut, comme on t'a montré tout à l'heure, avec des algorithmes, en fait, on peut détecter quand il y a des problèmes. Oui, aussi. Parce qu'il y a des formes. Voilà. Donc, il y a des formes douteuses, ça veut pas dire qu'il y a forcément le problème, mais il y a des formes qui alertent naturellement que là, il se passe un truc. Il y a des motifs spécifiques. Donc il y a des gens qui savent faire ça, donc ils vont s'apercevoir qu'il y a ça, ils vont dire bon, j'aimerais vérifier, après derrière. Et ils vont te contacter. Ils vont te contacter, ils vont dire voilà, j'aimerais contacter cette personne. Tu l'as certifiée, donc tu la connais. Et la personne qui t'appelle, par exemple, elle aura eu ton numéro parce qu'elle connaît quelqu'un qui te connaît. Tu vois, voilà, elle va faire comme ça. Donc c'est naturel, puisque si tu as certifié, tu es censé bien la connaître. Donc soit tu vas donner des coordonnées de cette personne parce que tu la connais, soit tu vas toi-même, tu dis ouais, je préfère pas te donner parce que c'est un ami proche, je vais vérifier avec lui ce qui se passe. Et une fois que l'information a été recoupée, c'est bon, c'est terminé, quoi, c'est tout. C'est que ça. C'est pas forcément toi qui vas vérifier, mais en tout cas le problème est là, c'est que s'il y a des faux comptes, il faut vérifier ce qui se passe. Donc s'il y a un doute de faux compte, il va falloir que l'enquête se fasse, et l'enquête elle va passer par les certifieurs. C'est les seules personnes qui peuvent assurer, de par la licence, qu'ils connaissent la personne en question. Donc en tous les cas, c'est pas... Ou le compte en question. Comment on peut se poser quelles questions? Ben, toutes les questions qu'on peut se poser en tant qu'enquêteur pour vérifier qu'il y a eu un faux compte ou pas. La lumière sur la gueule. Non, pas jusque là. Mais après, te mets pas trop la pression non plus. Si c'est quelqu'un que tu connais suffisamment, si c'est quelqu'un, tu as les coordonnées, tu sais où il habite, tu sais comment le contacter, tu le connais depuis un moment, tu le certifies. Et puis voilà. La question c'est est-ce qu'il y a vraiment une personne derrière un compte par exemple? Voilà. Tu dis que tu as certifié une personne, un compte, et là on se doute, je sais pas, on a un soupçon que ce compte-là, en fait, il n'y a personne derrière. Et tu dis si, c'est une personne qui est telle ou telle personne. Alors vu qu'il y a au moins 5 qui l'ont certifié, ben, on peut vérifier si les explications concordent déjà. Donc c'est existant en fait. Oui, mais... Supposons, on va prendre un exemple concret. Supposons que tu as certifié un certain Bruno. Ok? Vous voyez, il s'appelle Bruno, j'ai choisi au hasard. Et puis bon, toi, il existe vraiment, tu es certifié, il n'y a pas de souci. Et puis, les 4 autres personnes qui l'ont certifié sont un peu loin dans la toile, il n'y a pas de lien entre vous 5, déjà c'est bizarre. Et puis il est en lien avec personne d'autre, bon, c'est louche. On va te contacter, on va te dire, mais c'est qui ce Bruno, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, donne-nous des éléments comme quoi, voilà, des éléments. Et puis on va demander aux autres certificateurs, mais sans vous concerter, sans vous prévenir en fait, on va voir si on a la même version. Puis si on a les versions différentes, déjà il y a un problème. Si on a la même version, on se dit, bon ok, il y a bien quelqu'un derrière, c'est juste qu'il est pas actif, il a peut-être pas le temps, il est loin. Et voilà, déjà on peut, juste en demandant à des certificateurs différents, sans les prévenir entre eux des infos, si on a les mêmes infos, déjà on sait que c'est bien.
Si on a des infos différentes ou si la personne ne veut pas répondre, là déjà ça cache quelque chose, tu vois. On peut aussi faire un système de Attends, il y avait quelqu'un qui avait levé la main avant toi en fait. Ouais, excuse-moi, mais si on peut respecter l'ordre en fait, je crois que ça avait levé la main avant ici. Oui, vas-y. Moi je voulais savoir si une fois que c'est avéré qu'il y a un faux compte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a possibilité de supprimer ce compte? Non. Ou est-ce qu'on attend les 2 ans? Non, le seul moyen qu'on a, c'est de ne pas recertifier la personne au bout de 2 ans. On veut pas. Alors il y a un deuxième moyen quand même, hein. C'est qu'on est en train de développer des plans, là, ils sont en ligne sur GitHub. Je suis pas au courant. Guillotine, Non, non, il plaisante. Hein. C'est pas vrai. On en avait parlé la dernière fois. Non, non, non. Je m'en souviens pas. En métal indestructible, tu vois, un truc très solide et très bien aiguisé. Non, on veut pas. Enfin, moi en tout cas, je suis formellement opposé à tout mécanisme de sanction parce que déjà les algorithmes peuvent faire des erreurs. Donc moi, je veux pas qu'on ait un système automatique qui supprime quelqu'un parce que à un moment, on finirait forcément par enlever quelqu'un qui en fait n'avait pas triché. Donc le seul mécanisme, c'est on va pas recertifier la personne, tout simplement. Oui, mais il va facilement retrouver d'autres. Il va à Paris, il retrouve 5 personnes. Ou pas. Si, ça dépend de la vigilance de chacun. Si chacun respecte la licence, non. Parce que après, il y a une notion de réputation. Il faut dire, dans la blockchain, tout est public, tout est codé ad vitam aeternam. Donc si après on publie, chacun publie par exemple sur les forums, dans les différentes communautés, attention, s'il y a une triche avérée, on va le dire publiquement, voilà, telle personne, les personnes vont dire, moi je considère que telle personne elle a triché, je la recertifie pas, et je préviens, attention, ne certifiez pas cette personne. Ça se propage, après elle s'est fait une mauvaise réputation, c'est fini. Donc la vraie sanction, c'est la réputation. Et ça, c'est très important pour les humains. Parce que plus que l'argent même, on a envie d'être accepté par les autres. Et quand vous avez une mauvaise réputation et que les gens ne veulent plus vous certifier, ne veulent plus échanger avec vous, parce que si vous avez une mauvaise réputation, que vous avez un soupçon de triche, les gens ne vont peut-être même plus échanger avec vous. Donc la sanction, c'est pire que de ne plus être membre en fait. Il faut comprendre que vraiment la toile de confiance, tout est public. Et si quelqu'un a vraiment triché et qu'il y a des preuves qui sont publiées, et là, plus personne n'a envie d'échanger avec cette personne. Donc le risque est énorme, suffisamment énorme pour que peu de gens aient envie de prendre le risque. D'ailleurs, le pouvoir exécutif que sont les calculateurs ont aussi une action à faire là-dessus. Si c'est avéré, on peut aussi bannir les transactions qui viendraient de cette adresse des blocs. De dire celles-là, on les calcule jamais. Oui mais non, parce que ça reviendrait, c'est pas au moment de calculant de faire ça. Oui mais on le fera pas. C'est pas dans le protocole déjà et moi je suis opposé. Alors si tu arrives à convaincre les deux tiers des calculateurs, ils le feront, mais moi je suis contre par exemple. Parce qu'ils peuvent très bien, ces gens-là, faire des erreurs. Et voilà, donc c'est pas à ces gens-là de décider. Les prises de parole, c'est toi, Anne, Nadia, et c'était toi après. Alors le premier toi, c'est qui, excuse-moi, parce que je... Là, t'as demandé la parole. Ok. Ah non, ok. Je disais juste, tu peux aussi faire un système de chasseurs de primes payés en jus. Bon, j'espère qu'on n'en viendra jamais là. Il y a une motivation particulière. Bouf. C'est un moyen d'inciter. Nadia. C'était juste pour aborder, là on parle d'adultes en fait consentants, qui sont en pleine possession de leur pouvoir pour connaître, faire confiance, etc. Qu'en est-il des... Parce qu'en fait on m'a demandé aussi de certifier des enfants ou même des nourrissons. Qu'est-ce que ça... Voilà. Est-ce que vous y avez réfléchi? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben en fait c'est comme, ça c'est une notion de droit assez classique, c'est que tant que l'individu n'est pas en âge de pouvoir faire des actes juridiques lui-même, il a des tuteurs légaux. Donc ces tuteurs légaux sont tout à fait en droit effectivement de lui créer un compte pour lui et de demander aux personnes qui connaissent l'enfant de le certifier. Et j'y vois aucun problème en fait. La personne en devenir, l'adulte, puisse aussi certifier, que ses parents puissent utiliser ce pouvoir. Alors non, ça c'est une deuxième chose. Ça c'est aux parents de voir, mais que l'enfant puisse rentrer dans la monnaie à la naissance, oui, puisque la TRM est basée sur l'espérance de vie, pas de souci. Après, tant qu'il n'est pas en âge de comprendre la licence, il n'a pas à certifier. Peut-être c'est une évolution technique de pouvoir trouver un truc intermédiaire entre membres et non-membres, c'est-à-dire membres trop jeunes. Il n'y a pas de notion d'âge. On pourrait effectivement proposer que les parents créent un compte qui ne peut pas certifier, mais qui peut être certifié. Ça complexifierait le protocole. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne sais pas. C'est à discuter. Vraiment, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus.
En tout cas, la licence, elle est claire. Tant que vous n'êtes pas en âge de la comprendre et de l'accepter, vous ne pouvez pas certifier. Donc un enfant peut être certifié et donc être co-créateur de la monnaie dès la naissance, mais il faut qu'il soit en âge de comprendre la licence avant de pouvoir lui-même certifier ses amis. C'est normal. Après, à partir de quel âge il est en âge de comprendre, ça c'est aux parents de le jauger. Est-ce que dès 10-12 ans ou plus tard ou plus tôt, ça dépend aussi de son développement intellectuel. Il y en a peut-être des précoces, des 8-9 ans, ils auront déjà tout compris. Il y en a même à 15 ans, ils n'auront toujours pas compris. C'est aux parents aussi de juger de ça, je dirais. Il y a des adultes qui ne comprendront jamais nos signes. Voilà, Moi j'en ai vu. Ah oui. De toute façon, il y a des personnes incapables juridiquement d'usage, il y a le tutelle, il y a Tout à fait. Donc finalement, un enfant, c'est comme quelqu'un sous tutelle. Il peut être certifié, mais il ne peut pas certifier lui. Non, donc c'est ça, c'est que ses parents ou c'est des restés comme ça ne sont pas autorisés entre guillemets à créer en son nom. Bah, Puisqu'il est sous. pour moi, là c'est subjectif, je sais pas, mais de mon point de vue, c'est pas conforme à la licence. Supposons, je suis parent, j'ai des enfants. Supposons demain j'ai un gosse, il a 2 ans, et puis j'utilise son compte pour certifier quelqu'un, même quelqu'un qu'il connaît, un camarade de classe. Bah, j'estime que ça respecte pas la licence parce que. Justement, pas... alors on a une juriste dans la salle, là, et je vous rappelle quand même que la licence d'un logiciel, et la licence ici de la monnaie, c'est quand même une licence qui est censée être acceptée, qui est acceptée à l'entrée et qui est explicite. Bon, elle n'est pas hyper contraignante non plus. Bon, voilà. Mais donc, c'est un contrat. C'est-à-dire que quand vous utilisez un logiciel, même s'il est libre, il y a un contrat avec. Je ne sais pas si vous connaissez le logiciel libre. Le logiciel libre, le code est ouvert. Vous avez le droit de copier le code, vous avez le droit de le modifier, de le distribuer. D'accord? Et vous n'avez pas le droit de changer sa licence. Enfin, pour ceux qui sont sous GPL. Il y en a d'autres qui permettent, mais enfin, c'est écrit ça dedans. Donc quand vous utilisez un objet avec sa licence il faut en respecter la lettre et l'esprit. Alors après c'est jugé, parce que parfois c'est un peu ambigu. Donc parfois il peut y avoir des jugements derrière justement qui tranchent quand c'est un peu à la frontière et tout. Mais voilà, c'est un contrat. Donc rentrer dans la June, c'est un contrat. Donc si vous violez le contrat, en fait, vous êtes passible, y compris de passer devant un tribunal traditionnel, quoi. Je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas exempt c'est pas exempt du droit. C'est pas en dehors du droit. Il y a un contrat. Moi, la question, c'est une personne qui n'a pas la maîtrise de l'outil informatique, est-ce qu'elle peut rentrer dans la code de confiance? Oui, c'est-à-dire que si c'est dans le respect de la licence, je crois que vous avez des cas en moyenne, des gens qui n'ont pas d'ordinateur ni de téléphone, ils font leur transaction sur internet papier, puis ils vont à une permanence de temps en temps, aidés par un bénévole pour rentrer les transactions dans la blockchain. Ça, la licence, elle n'a aucun rapport avec l'outil numérique. La licence, c'est un contrat, comme l'a dit Stéphane, et donc voilà, la personne, même si elle n'a ni téléphone ni ordi, si elle a bien compris, s'il y a 5 personnes qui la connaissent suffisamment bien, qui la certifient, et puis elle utilise juste son compte sur l'ordinateur d'une association ou d'un ami proche de temps en temps, ou de quelqu'un de sa famille, pourquoi pas, il n'y a aucun problème en fait, c'est pas lié en fait. Et les 5 personnes qui l'ont certifié s'engagent à gérer les affaires pour elles, quoi, en fait. Il y a les instant parties, par exemple en Occitanie, c'est ce qu'on fait, on amène on a des objets, on met tout à disposition pour que ce soit le plus simple possible. Alors moi je suis pas membre encore. Il me semble avoir. Oui, d'ailleurs, c'est pas gagné. Surtout avec toi. Il me semble que mon premier certificateur, il m'a donné un document et qui devait se garantir que je l'avais compris. Donc il était en mesure de le lire et de l'avoir compris. Tout à fait. Donc ça limite déjà l'âge de la lecture et de la compréhension du texte, quoi. Donc à la naissance, c'est pas possible normalement. Si, via les tuteurs. Parce que le tuteur s'engage à la place de l'enfant. C'est inscrit sur la Ça, c'est des règles de droit plus générales. C'est les règles de droit plus générales. La licence concerne la personne. Après, les règles de droit générales disent que quand une personne ne peut pas, ses tuteurs peuvent faire un certain nombre de choses. Pas tout, mais un certain nombre de choses sont prévues par le droit. Notamment de pouvoir lui gérer un compte en banque, tout un tas de trucs. Voilà. On a certaines limites. Voilà, mais le droit légal autorise le tuteur
tuteur à gérer pour l'enfant jusqu'à 18 ans. Quoi. Voilà. Et là, il n'y a pas. Quoi. Si, c'est très simple. Il y a un rituel de passage très simple qui est que quand les parents décident que l'enfant est suffisamment en âge de pouvoir gérer lui-même son compte, eh ben, il révoque le compte, et puis l'enfant en recrée un, le jeune adulte, et cette fois, il se fait certifier comme un adulte, et il certifie des gens, et il a juste quelques semaines de battement, mais ça permet aussi que les parents n'aient plus le code. Et oui, parce que sinon, ils ont toujours la clé privée. En fait, ça serait pas mal peut-être la modifier pour inscrire cette notion de tuteur possible pour... Non, mais ça rentre dans le cadre général du droit, faut pas alourdir, la licence est déjà lourde. Hein, elle est déjà un peu lourde à lire, donc plus tu l'alourdis, moins elle sera lue. Donc ça, c'est le problème. Donc il faut garder en tête que ça s'inscrit dans le droit général qui a été travaillé. Je veux dire, ça fait des siècles quand même que ça se travaille le droit. C'est loin d'être parfait, et puis en plus c'est hiérarchisé, c'est un peu pénible, mais bon, il y a quand même des principes généraux qu'on peut retenir et accepter. Bon après, le droit c'est un truc en évolution, nous sommes tous co-législateurs du droit. Le droit qui existe aujourd'hui, il n'est pas figé et éternel, quoi. Il se modifie en fonction des comportements et des nouveautés technologiques, et il avance. C'est quelque chose qui avance, et vous en faites partie. Donc il y a un jugement à établir, effectivement, mais qui va changer aussi selon les endroits de la toile. Voilà, il y a des gens qui vont accepter un certain type de comportement, et d'autres pas. Et bon, mais voilà, ça va se faire un peu comme ça, quoi. C'est juste une deuxième question liée complètement avec la confiance. C'était, est-ce qu'il avait été envisagé un moment ou une réflexion sur la possibilité de révoquer une certification qu'on a distribuée en fait. Non, alors si ça a été envisagé, et il y a beaucoup de gens qui sont contre, notamment parce que ça pourrait créer du chantage, et ça pourrait créer des problèmes aussi ça crée plein de problèmes aussi de chute en cascade de la toile, donc c'est très important, quand vous certifiez quelqu'un, la certification reste 2 ans quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas la révoquer, et plus important encore, même si votre compte membre expire, ou même si vous révoquez votre compte, les certifications que vous avez émises, elles restent valables pendant 2 ans, même si vous n'êtes plus membre, pour empêcher justement les effondrements en cascade de la toile. Donc ça poserait des problèmes techniques d'une part, et des problèmes humains d'autre part, parce qu'on pourrait faire du chantage, finalement, on n'est jamais sûr d'avoir vraiment une certification, si jamais un acquis, il faut les reconquérir constamment. Ça pose des problèmes humains aussi. Enfin bref, il y a plein d'arguments contre le fait de pouvoir révoquer une certification émise. Pour compléter la question, est-ce qu'on peut refuser une certification? Non. Non. On n'a rien demandé. Non. Si quelqu'un qui ne vous connaît pas vous certifie, On n'a pas le droit. vous ne pouvez pas la refuser. Par contre, vous pouvez le signaler, dire aux personnes que vous connaissez, dire sur les forums, à des gens que vous connaissez qui sont un peu, voilà, donc d'unitaires, qui connaissent un peu, ah bah tiens, il y a un tel qui m'a certifié, je le connais pas. Parce que c'est un comportement suspect. Et on peut essayer de contacter cette personne, regardez qui a certifié cette personne, et dites-leur, mais est-ce que vous lui avez bien expliqué comment ça marche, etc. Là, il faut mener l'enquête, parce que c'est un comportement bizarre. Si vous êtes certifié par quelqu'un qui ne vous connaît pas... Même ne serait-ce qu'une personne qu'on connaît, mais on ne veut pas être certifié par elle, parce que se faire certifier par eux, c'est de dire, bah, certifié par un connard. Voilà. On est toujours le compte de quelqu'un, après c'est pas... Je pense à l'ami blanc, comment c'était l'ami qu'on veut pas, mais qui veut tout prix être notre ami. Quoi. Mais après, c'est pas parce que quelqu'un vous certifie que c'est votre ami. Ça vaut rien. Ce qui vaut, c'est les gens que vous avez certifiés. Ça a de la valeur pour juger finalement de votre comportement et de ce que vous valez, ou dans la toile, ou de votre réputation. Mais les certifications que vous avez reçues, elles ne sont pas à prendre en considération, puisque ce n'est pas vous qui décidez. Donc ça, on s'en fout en fait. Lui, si quelqu'un qu'on ne connaît pas se certifie, il nous certifie pour se rapprocher de nous. Non, il peut pas, ça marche pas. Ce qui le rapproche, c'est les personnes qui l'ont certifié. Quand il vous certifie, lui, ça ne le rapproche pas de vous au niveau de l'arrêt de distance. Par contre, vous, ça vous rapproche du reste de la toile. Donc être certifié par un con, ça peut être utile quand même, quoi. Moi, j'avais une idée récemment, mais je ne sais pas ce qu'elle vaut. Les enfants sont beaucoup plus rapides que les adultes. Alors je me disais que d'entraîner des petits garçons, des petites filles de 9, 10, 11 ans dans la monnaie, parce qu'ils font beaucoup d'échanges, et après ils amèneraient leurs parents. Est-ce que c'est une idée ou pas?
Attaquer l'éducation nationale. Bah, en fait, ça contredit ce qu'on a dit avant. S'il est en âge de comprendre et d'accepter la licence, oui. Mais s'il n'est pas... Non, mais il ne faut pas certifier dans un but. Là, tu es en train de proposer une stratégie pour amener des gens dans la Lune. On ne certifie pas pour un but. On certifie les personnes qu'on connaît, point. Point. Soirée pyjama. Il n'y a pas de but derrière Thomas. ça. On certifie les gens qu'on connaît et qui veulent entrer dans la Lune si c'est des nouveaux membres. S'il vous plaît, un peu de silence, qu'on puisse entendre les personnes qui posent des questions. Tu as dit tout à l'heure que le nombre de certifs à donner pour devenir référent allait évoluer avec la taille de la toile. Est-ce que ceux qui sont déjà référents, par exemple on est à 5 là, il va en falloir 10, est-ce qu'il va en falloir 5 autres? Oui, c'est-à-dire que supposons, là on est à 5, supposons que tu es référent parce que tu as certifié 5 personnes. Supposons que demain on passe à 6 et tu as toujours certifié 5 personnes, et bien demain tu n'es plus référent. Par contre, si tu certifies... C'est ce qui s'est passé il y a 15 jours là. Hein. Voilà, vous avez sur Junemonide, vous avez une courbe verte, la courbe des membres référents, je pourrais vous la montrer là s'il y avait internet sur celui-là. Et bien vous avez vu que quand on a fait le palier, on est passé de 650 à 580, on a perdu 100 référents quasiment. Alors je vais essayer de voir si j'ai internet là-dessus. Oui, c'est sur l'autre écran en fait. Ben en fait, il est lent en fait. Ah, ça y est. Ça y est, il est un peu lent. Ouais, ouvrez un peu là, on va étouffer là. Non, il faut faire courant d'air là. Alors par contre, j'ai vu la capture. Voilà. Alors, regardez. Quand on a passé le palier, le 8 mai. Donc le 7 mai, on avait 634 membres référents. Donc le palier était à 4. Il fallait avoir certifié 4 personnes. Le lendemain, on est passé à 5. Et ben on a chuté à 582 membres référents. On en a perdu 50. Et ben c'est 50 personnes qui avaient certifié exactement 4 membres. Ni 5 ni 3, exactement 4. Et donc ça a chuté. Mais sinon, bah après ça augmente de nouveau. Voilà. Et là on est 612 référents exactement aujourd'hui. Et on va passer à 6. Quand on saura. Je sais plus. Bientôt, je pense. Je sais pas si c'est pas 1250 par là. Non, c'est beaucoup plus, ça doit être dans les 3000. C'est marqué sur le site officiel, mais je me souviens pas par cœur. Est-ce que c'est envisageable d'avoir un mécanisme qui transfère les certifications? Je veux changer mon compte parce que j'ai plus confiance dans mon mot de passe, peut-être que quelqu'un l'a dit ou voilà. Je veux changer mon compte, mais j'ai pas forcément envie d'attendre 6 mois le temps de retrouver tous mes certifs. Ah non, mais ça va beaucoup plus vite. C'est pas 6 mois. Non. Si tu révoques, supposons, quand tu as déjà 5 certifications prévues, tu révoques ton compte demain. Demain, toutes les personnes qui sont certifiées, elles peuvent te recertifier immédiatement. Elles t'ont déjà certifié, donc elles te connaissent déjà assez bien. Après, il faut le temps que ça rentre, qu'elles soient disponibles. Mais ça va très vite, parce que tu n'en as pas que 5. Une fois que tu es membre, ça continue 6, 8, 10, 12, 15, 20. Donc tu as forcément plusieurs. Quand tu es membre depuis un moment, tu as forcément au moins 15-20 certifications, voire plus. Les 15-20, ils peuvent te recertifier en 24-48 heures, ça va très vite, il suffit de leur dire. Et après, dès ton assin dispo, en principe, c'est quelques jours. C'est pas 6 mois. C'est 2, 3, 4 jours maximum. Ça va très vite. C'est 2 mois maximum. Ça peut provoquer un effet de fuite. Comme une fuite mémoire, quoi. Par rapport aux équilibres et aux calculs en fait, d'équilibre entre le nombre de certifs et ainsi de suite. Si entre guillemets, s'il y a beaucoup de multiplication de comptes qui finalement de membres qui ont changé ou qui tu vois, il peut y avoir un effet de fuite par là en fait. Une fuite de quoi? Le nombre de certifications par rapport à la limite de certification. Sans les certifications que tu peux émettre. Oui, mais ça c'est pas gênant parce que très peu de gens vont utiliser leur sans certification.
voire quasiment personne. C'est uniquement les gens qui connaissent vraiment beaucoup de monde. La plupart des gens n'en émettront pas 100. Donc même si parce qu'ils recertifient quelqu'un qui a révoqué son compte, ils vont réémettre une certification, ça ne va pas les limiter pour autant. Non, il n'y aura pas de fuite pour ça. Il faut rappeler aussi peut-être une chose, c'est que ces 100 certifications qui vont être valables chacune 2 ans. Elles reviennent après. C'est-à-dire quand vous avez certifié quelqu'un, au bout de 2 ans, quand la certification expire, elle vous est recréditée dans votre stock de 100 certifications. Donc ça revient. Et en plus, c'est sur 2 ans. Donc si on imagine pouvoir émettre 100 certifications en 2 ans, c'est tous les 5 jours. Donc 100 x 5, ça fait 500 jours. 2 ans, ça fait 720 jours. Donc il faut quand même être bien. Donc c'est glissant en fait, à moins de certifier tout le temps et donc de très probablement pas respecter la licence, vous aurez toujours des certifications en stock en fait. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour, il est déjà 7h30. Ah ok. Oui. Est-ce que par exemple, je peux te certifier alors qu'on ne s'est jamais vu de la vie, mais j'ai un peu confiance en toi pour densifier la toile? Non. Et non, tu ne me connais pas suffisamment bien. Tu sais pas où j'habite, tu n'as pas mon adresse, tu n'es pas allé chez moi, tu n'as pas d'amis en commun avec moi, tu sais pas comment me contacter. Non mais c'est pas une toile de confiance en la personne. C'est la toile de confiance dans le fait que les certificateurs ou les certifieurs connaissent bien les personnes qui sont certifiées. C'est ça la confiance. La confiance c'est dans la bonne connaissance. C'est pas dans la confiance des personnes. Tu pourrais certifier justement quelqu'un, mais typiquement voilà qui t'aime pas, voire même en qui tu n'as pas confiance pour tel ou tel sujet, c'est pas la question. Et tu donnes confiance à la toile dans le fait que tu la connais bien. Voilà. Il ne s'agit pas d'un autre type de confiance que ça. Tu la connais bien, voilà. Donc je l'ai certifiée parce que je la connais bien, je suis capable de la retrouver, je connais son entourage, je peux la contacter ou directement ou indirectement. Et même si je l'ai perdue de vue depuis 2 mois, je connais suffisamment de gens autour d'elle pour pouvoir savoir où elle est, ou ce qu'elle fait, pour savoir comment lui poser une question. Parce qu'on a, Attends, il y a Stéphane qui parle en même temps, donc j'entends rien. Stéphane, il y a une question encore. Une autre question qu'on a entendue régulièrement, du coup, je la repose. Si quelqu'un perd son identifiant, est-ce que, à quel moment on peut le recertifier, sachant qu'il n'a pas son document en révocation? Au bout de 2 ans. Alors ça c'est très important, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est 1 an, c'est faux. Au bout d'1 an, le compte expire, mais il peut toujours être réactivé par un simple clic. Au bout de 2 ans, le compte est révoqué automatiquement. Donc si votre ami ou une connaissance proche de vous perd ses identifiants et n'avait pas son document de révocation, eh bien tant pis pour elle, elle avait qu'à y penser, elle doit attendre 2 ans sans créer de monnaie. C'est long, c'est vrai, on pourrait le raccourcir à 1 an. D'ailleurs, moi j'avais proposé qu'on change le protocole et qu'on le raccourcisse à 1 an, mais c'est pas fait, donc aujourd'hui c'est 2 ans. Et le cas est arrivé, moi j'ai une personne que j'ai certifiée d'ailleurs à l'ODEF, que je connais, qui a perdu son document de révocation ensuite, parce que son ordinateur est tombé en panne en fait, et elle n'a pas retrouvé sa clé USB, ou le fichier est corrompu, elle n'a pas réussi à imprimé son fichier de révocation. Voilà. Et donc, alors il y a 1 an qui sont passés, c'était au début de la monnaie déjà. Et il lui reste encore 1 an à attendre. Donc ce sera qu'en 2019 qu'elle pourra recréer son compte. Et donc la personne a dû attendre 2 ans. Mais pendant ce temps-là, chaque jour, il y a une création d'un DU. Pendant 1 an seulement. Pendant 1 an. Voilà. Bon, faut relativiser, hein, la création monétaire, c'est une petite goutte. Voilà. Si vous calculiez ce que serait un DU dans la zone euro, ce serait combien, 600 € par mois par citoyen. Et l'exemple que je donne souvent, c'est Liliane Bettencourt, feu Liliane Bettencourt touchait, donc c'est l'équivalent d'un RSA en fait, 600 €. Liliane Bettencourt touchait par mois 80 000 RSA. Est-ce que cette dame travaillait vous voyez, est-ce qu'elle a mérité cette coproduction monétaire vous voyez, je suis pas sûr. Donc est-ce que c'est si grave que ça? On arrive déjà à vivre dans le monde euro avec des gens qui nous ponctionnent 80 000 fois ce qu'on devrait avoir nous chacun. Et on vit quoi. Donc bon. Donc même s'il y avait des faux comptes, il faut relativiser. C'est pas la fin du monde. On en supporte déjà bien plus aujourd'hui, quoi. Quand tu dis le simple clic au bout d'un an, c'est quoi? C'est une demande d'adhésion? C'est renouveler. En fait, quand votre compte expire, vous devez renouveler tous les ans en cliquant sur renouveler l'adhésion dans ces liens. Mais si votre compte expire au bout d'1 an, vous pouvez continuer à cliquer sur renouveler l'adhésion même après l'expiration.
Donc supposons que demain, supposons là ce soir, je perds tout. Je perds mes identifiants, je sais pas, mon ordi tombe en panne, il craque, et puis en fait, j'ai pas de copie de mon document. J'en ai des copies, mais supposons que je vois quelqu'un qui n'a pas de copie de mon document de révocation, qui n'a pas fait attention, j'ai plus rien. Et puis demain, je dis à tous ceux qui m'ont certifié, voilà, j'ai plus de compte, voilà, je vais en créer un nouveau, certifiez-moi dessus. Ils vont me dire non, ton compte il crée toujours des DU. Et puis dans un an, mon compte expire. D'accord? Donc on est quoi? On est en mai 2018. Supposons en mai 2019, mon compte expire. Donc fin mai 2019, les personnes qui m'ont certifié m'ont dit c'est bon, ton compte a expiré, on te recertifie. Ils me recertifient, j'ai un nouveau compte, très bien. Et puis en fait, au bout d'un an, quelques mois après, peut-être l'été 2019, je fais du tri chez moi et je retrouve un papier sur lequel j'avais noté mes identifiants. Mais je l'avais perdu, vraiment, je m'en souvenais plus. Je retrouve ce papier, j'essaye, hop, et puis j'arrive à me connecter à mon ancien compte, je clique sur renouveler, hop, j'ai 2 comptes, je crée 2 DU. Pourtant, j'ai pas triché, je pensais sincèrement avoir tout perdu. Donc même si la personne est sincère, il faut absolument attendre 2 ans, parce que si, par hasard, elle retrouve ses identifiants plus tard, alors elle va se retrouver avec 2 comptes. À moins qu'elle retrouve que son fichier de révocation et qu'elle révoque immédiatement. Voilà, mais elle peut retrouver ses identifiants. Est-ce qu'on reçoit une alerte? Une alerte qui nous demande de renouveler l'adhésion. Oui, normalement oui. C'est bon, on va arrêter là pour le. Ça fait 1h40 là. Bon, et bien merci de votre attention. Bravo! Restez assis, Juste avant que vous repartiez, je voulais vous préciser une petite chose pour demain. C'est que, donc on l'a dit tout à l'heure, il y a ceux qui veulent faire Geconomicus, il faut qu'ils s'inscrivent. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait eu d'inscrits près du programme en bas. Et on va faire également une formation toile de confiance qui n'est pas de la, c'est pas une conférence, c'est vous qui allez vous-même, à partir des paramètres de la toile de confiance qui ont été évoqués ici, l'idée c'est de faire des petits exercices simples qui vous permettent de voir si un membre peut rentrer, combien il lui faut de certification, etc. Donc c'est graphique si vous voulez. Donc je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait ici, cette formation. S'il y en a un qui veut témoigner, est-ce que ça lui a éclairci les choses ou pas, enfin... Bon, on arrête là pour l'enregistrement. Oui, arrête là.